Moi qui voulais arrêter la clope, ça risque d'être compliqué avec la crypto-monnaie. Bon alors concernant le Bitcoin, actuellement il est à 79 000 dollars et ce dont je voulais te parler, c'est du fait que le S&P 500 a craché, tu l'as vu, le Nasdaq, tous les marchés ont craché, même l'or, d'accord, il y a tout le monde qui est parti à la cave et le Bitcoin c'était le seul qui résistait. C'était le seul qui résistait et tu as vu certainement passer des charts sur Twitter ou sur d'autres réseaux qui te montraient en fait le Bitcoin par rapport au S&P 500, donc la charte que tu as sur le dessus de ton écran et on pouvait voir que justement on avait une belle percée vers le nord, une percée d'une résistance et voilà que le Bitcoin ne corrigeait pas. On restait au-dessus des 82 000, 83 000 dollars et finalement le dimanche soir ça a craqué donc le Bitcoin a rejoint tous ses autres petits copains et actuellement au moment où je te parle on est à 79 000 dollars donc sur le Bitcoin, il n'y a pas vraiment encore eu un gros crash. Ok, on a perdu 5% l'équivalent, bon, plus ou moins. Et donc, il semblerait bien que le Bitcoin a cassé son triangle de compression vers le bas, d'accord? Ce triangle qu'on tire derrière nous, dont on parle régulièrement sur la crypto brève. Finalement, cette correction, tu vois, elle n'est pas sortie du chapeau. On parlait des 77 000 dollars. On savait que c'était notre dernier support. On sait que là, maintenant, voilà, c'est complicado, mais on est sur une zone qui est plutôt pivot. C'est vrai que ça fait mal parce qu'on se disait, bon, imagine, qui sait si on n'y va pas parce que tout le monde pense qu'on va y aller. Mais bon, ce que je voudrais te montrer. Actuellement, on est à 79 000, bon, on est descendu à 78, on peut aller au 77, d'accord? La zone qu'il ne faudrait pas casser, comme je te le répète régulièrement, on regarde plein de paramètres ensemble, il y a plein de choses, mais tu vois, cette zone sur notre ancienne ATH qu'on avait réalisée en mars 2024, qui correspond pile le poil à la zone 0,382 sur Fibonacci. Si on commence à aller en dessous, il faut vraiment piquer directement et repartir au nord, parce que si on s'installe dans un premier temps en daily, puis en weekly, tu peux te dire que c'est finito pipo, on part pour 2 ans de bear market, et puis tes altcoins, tu peux leur dire ciao ciao. Donc maintenant le Bitcoin il semblerait bel et bien qu'il va aller tester cette zone, il semblerait bel et bien qu'il a envie de jouer avec nos nerfs. Toujours est-il que actuellement on a un épaule tête épaule, voilà, qui est en formation. Alors il n'est pas validé, d'accord, on n'a pas eu encore de clôture, on n'a pas eu de retournement, donc on ne peut pas encore se positionner, mais ce scénario n'est pas négligé. C'est un scénario qui pourrait arriver avec potentiellement un pic un peu plus bas, d'accord, mais si on commence à faire de belles figures et qu'on remonte vers le nord parce que Donald Trump nous annonce que les tarifs douaniers ne sont pas si pires que ça, qu'il a trouvé des accords avec l'Inde, il semblerait bel et bien que ça se passera bien avec l'Angleterre, avec le Mexique qui commence à trouver des accords. J'ai vu qu'avec l'Europe, bon l'Europe, t'as des infos un peu à gauche, un peu à droite. On commence à faire un sacré gap, pour pas dire un gros mot sur le CME. On va ouvrir à 79, à je sais pas combien, et on a clôturé à 84 000. Donc tu te doutes bien que là on va avoir un certain gap qui va être vraiment costaud et qui va nous faire une espèce de zone aimantée. De la même manière, ce qu'on a aussi sur le S&P 500 qui est extrêmement violent, cette zone sur le Nasdaq de partout, à un moment donné, on va repartir dans ces zones. Combien de temps ça va prendre? Ça, on ne peut pas le savoir. Ça dépendra aussi beaucoup des annonces parce que tu le sais maintenant. Je pense qu'il faut changer un peu son fusil d'épaule vis-à-vis de la perception qu'on a sur Bitcoin et des cycles de 4 ans et toutes ces choses autour des mineurs, autour du halving. Parce que maintenant, tu as des gros qui sont dans la partie. Tu vois, tu as BlackRock et on le voit bien. On le voit bien, ça a changé et il faut maintenant s'adapter avec ces changements. Tu as BlackRock qui détient, je sais pas combien de pourcents de la supply de Bitcoin. Donc ce week-end, on a eu une petite désillusion. On pensait que le Bitcoin, ça y est, était considéré comme un actif refuge, encore plus que l'or parce que l'or avait corrigé. Et non, donc c'était une désillusion. Le Bitcoin, comme à son habitude, est bel et bien un actif qui est considéré comme de la tech. Un actif risqué et il faut le considérer comme tel. Si tu te focuses sur l'or ensuite, comme tu peux le constater, voilà, ça faisait un petit moment qu'on parlait de ce biseau, on disait qu'on était en surachat sur l'or complètement, hein. Là je suis en daily mais je te montrerai aussi en weekly. En weekly tu as aussi des zones de surachat avec des divergences baissières dans tous les sens. On est monté aux alentours des 3164. Honnêtement, bon, c'est pas impossible que l'or remonte encore un petit peu, mais tu as des divergences en pagaille. Et visiblement, il semblerait bel et bien que lui aussi il corrige. Alors, bon, on parle quand même de 4%, donc c'est pas incroyable, même si l'or il est tellement capitalisé que 4%, c'est pas de la rigolade, tu vois. Donc selon moi, l'or va entamer à un certain moment donné sa descente, son espèce de petite correction qui mérite finalement parce qu'il a bien été suracheté. Regarde-moi ça. Regarde cette divergence qu'on a là sur le RSI en weekly. C'est complètement incroyable. Encore plus que sur le Bitcoin, j'ai envie de te dire. Donc là, quand ça va se dégonfler,
ça va être complètement massif. Ensuite, si on se focus 2 petites secondes sur Other, ce qu'on peut constater, c'est que maintenant, voilà, il faut vraiment changer son fusil d'épaule. Je vous en avais parlé déjà cet été. Je pense que vraiment, lorsque tu as une jambe haussière, maintenant, il faut prendre même plus de 50%. Moi, je t'avais dit cet été, 50%, tu réinvestis dans la baisse, tu repars, patin, coup fin, tu joues avec les cycles, enfin les vagues haussières, comme on appelait ça. 90, si c'est pas 100%, parce qu'honnêtement, tu vois que les altcoins, ben voilà, c'est plus trop ça se tient plus. Maintenant, il y a les institutions, ils se régalent avec nous, ils se régalent, ils font en sorte que finalement, toute la hausse que tu as connue, tu perds de tout, quoi. Tu perds de tout et tu reviennes à zéro, même en perte, parce que les altcoins, là, dans Other, tu vois, il y a des gros altcoins quand même. Je pense que si tu as des altcoins du top 200 de CoinMarketCap, voilà, c'est pas les corrections que tu as eues, je pense que tu as eu bien plus, mais j'ai pas besoin de te le répéter. Ce qui est pas beau à voir, c'est la charte Other, la dominance de Other par rapport au marché de la crypto-monnaie, à tout le market cap, donc par rapport au Bitcoin, Ethereum et les stablecoins patin coup fin. Ce que tu peux constater, c'est qu'on faisait une espèce de triangle de compression, et ce triangle, voilà, Trump il a pas aidé, mais bon, il a cassé vers le bas. Il a cassé vers le bas. Actuellement, on est au 7%, 7,78% de dominance pour Other par rapport au marché. Et tu vois, on a bel et bien brisé cette droite de support qu'on avait depuis maintenant la création des altcoins. Voilà, aux alentours des années 2017. Bon, il y en avait un petit peu avant, mais on avait une belle droite, un beau support qui tenait. On l'a brisé, on peut le dire qu'on l'a brisé. Bon, alors moi sur Twitter, j'en vois plein qui te mettent un espèce de support comme ça, là, tu vois, où en gros, tu viens choper les mèches de cette manière et tu prends en considération du fait que finalement ce qu'on avait eu en juillet 2023, on n'était pas venu toucher, c'était pas un support. Je trouve honnêtement que c'est un peu tiré par les cheveux et même en faisant de cette manière-là, tu peux constater que on est bel et bien en dessous de ce support. On a des divergences qui sont haussières, d'accord. Les divergences que tu peux constater, elles sont là, tu vois, je vais te les tracer pour que ce soit un petit peu plus clair. On a une divergence où tu vois la charte qui descend tandis que sur le momentum, on est haussier. De toute manière, tout ce qui va se passer là, ça va vraiment dépendre de Trump, ça va vraiment dépendre des accords, de toutes les annonces qui vont sortir autour des taxes douanières, parce que c'est ça le maître mot, finalement. On a beau faire toutes les prévisions qu'on veut, on a beau faire toutes les études vis-à-vis de la technologie, vis-à-vis des analyses fondamentales, vis-à-vis de tout ce que tu veux. Trump, il arrive, même son fils n'était pas prêt, quoi. Son fils, avec World Liberty Financial, il s'est gavé d'Ethereum au-dessus de $2000. Et finalement, comme tu peux le constater, Ethereum, lui aussi, il a pris son coup. Il a pris un beau coup derrière la nuque, il est tombé maintenant, $1600. Donc écoute, tout le monde a été pris à revers, même les enfants de Donald Trump, avec ses annonces. Voilà, c'était catastrophique et le marché n'a pas aimé. On peut considérer ça finalement un peu comme le crash Covid. J'ai envie de te dire, c'est même peut-être plus violent même. Et pour aller dans le même sens, le prix moyen pour miner du Bitcoin, comme tu peux le voir sur cette charte de macro-micro, est actuellement aux alentours des 80 000, 89 000. Ça oscille entre eux, grosso merdo, 89 000 et 90 000 $. Et actuellement, on est en dessous du coût de minage. Donc tu vois, même les mineurs, ils sont pris au dépourvu finalement. Les seuls qui ont été rentables, c'est ceux qui ont vendu, on va dire à peu près le 14 mars 2024. Et ce qui est complètement fou, c'est que pendant le crash de Terra Luna, de FTX, où on a cassé toutes les moyennes mobiles, tout le monde disait ça y est, le BTC, rendez-vous aux 6 000 $, etc. On était, voilà, je vais te le dire, grosso modo en 2022, on va se positionner là, on avait 24 000 $ pour miner du Bitcoin et le Bitcoin se vendait à 16 000, ok. Donc on avait moins 25% grosso modo de perte par rapport aux mineurs. Actuellement, on te le mine, le Bitcoin à 85 000 $ et on est à 77 000. Donc actuellement, le mineur moyen est à 10% de perte et on est à 5% des plus bas de 2022. C'est complètement dingue. Ensuite, pour continuer avec une petite nouvelle pour se détendre un peu la nouille, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a FTX, tu sais, le crash qu'on avait eu en 2022, qui a annoncé la reprise des remboursements, mais pour certains clients spécifiques, autrement dit les clients qui finalement avaient perdu plus de 50 000 $. Et cette vague de remboursement, elle est prévue pour le 30 mai. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? La plupart des gens te diront oui, parce que finalement, le marché n'a pas envie de laisser des opportunités à ces gens-là de rentrer à des bons prix. Et donc, ça converge avec tout ce qu'on se dit depuis plusieurs semaines que voilà, il y a un truc gros qui va se passer. Là, j'espère que ça va pas se passer dans l'autre sens. J'espère que ça va pas aller direction les échelles là au sud. J'espère que la direction de ce mouvement massif ira plus en Picardie, en Angleterre, en Irlande ou je sais pas, dans des pays froids là-bas, bien au nord, tu vois ce que je veux te dire. Mais bon, dans tous les cas, on a commencé un nouveau trimestre, les amis. Il y a rien qui est encore terminé. On a gagné des petites batailles, mais t'as vu, on les a reperdues derrière. La guerre, elle est pas terminée. Tout ce qu'il faut se dire, c'est que il va falloir se projeter sur toute l'année 2025. Bon,
concernant un paramètre qu'on aime bien regarder sur la crypto brève, mon cher ami, c'est l'Altcoin Season Index qui finalement te montre les zones d'échauffement lorsque c'est pas intéressant d'avoir des altcoins et lorsque c'est intéressant. Donc tu as compris, plus tu es bas sur cette charte-là, plus c'est intéressant d'acheter des altcoins, plus tu es haut, plus il faut se dire ok, on fout le camp, on prend nos valises et on s'en va. Bon, toujours est-il que actuellement on est descendu du coup le 3 avril à 16 sur cet indicateur, donc c'est vraiment pas mal. Actuellement on est à 20 au moment où je te parle. Et durant le crash de cet été, on était descendu à 11. Donc voilà, on peut faire mieux, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, hein, avec Donald Trump, tout est possible. Tu commences à me connaître, tu sais que voilà, les épaules, tête-épaule inversées, ça me plaît parce que c'est souvent marqueur finalement d'un retournement de tendance. Tu le vois sur le trading, tu le vois sur plein d'indicateurs, tout ce qui fait des va-et-vient, des oscilloscopes là. Voilà, c'est souvent comme ça que ça marche. Comme tu peux le constater, on avait fait un épaule-tête, épaule inversée, on était reparti au nord et ça avait annoncé le renversement de tendance. Bon, on a un bottom qui est plus bas que le précédent. Donc, est-ce qu'on serait pas en formation d'un épaule-tête, épaule inversée? Toujours est-il que si tu suis à la louche le calibre de l'épaule qu'on a eu ici, tu considères qu'on pourrait avoir la même distance, la même durée finalement, ça t'amène vraiment à la louche, hein, grosso modo, voilà, dans cette zone. Et ça converge, tu vois, vers le mois d'avril, vers le mois de mai. Donc, là, on est vraiment sur de la spéculation pure, mais moi, je voulais te le partager parce que je trouve ça plutôt intéressant. Mais de toute manière, ce qui sera vraiment crucial de regarder, de voir comment le marché évolue, ce sera vis-à-vis des annonces de Donald Trump pour voir si le marché a des rebonds, pour voir si, voilà, malgré tout, est-ce que l'Europe, la Chine vont s'adoucir face à Donald Trump, vont trouver des accords. Bah écoute, c'est ce qui nous donnera des informations pour la suite. Ensuite, on se détend un petit peu, on se masse sur les pectoraux, les trapèzes, les triceps et les biceps. Voilà, pour le cours d'anatomie, revenez demain à 5h du matin. On a la mise à jour Pectra qui est prévue pour le 7 mai. Voilà, une nouvelle mise à jour dont on a un petit peu parlé, on l'a vraiment évoqué. Je pense que c'est pas le meilleur moment là pour te faire des vidéos tech. Ok, dis-moi si vraiment ça t'intéresse, je te la ferai. Et je pense que c'est meilleur de faire ça quand on a de belles petites montées ou que on est dans une période un peu plus stable. Hein. Mais grosso modo, voilà, pour te faire 2 petites secondes là-dessus, la mise à jour Pectra elle est très intéressante. C'est autour du account abstraction. Ça permet aux gens finalement de payer des gas fees lorsque tu envoies de la crypto, lorsque tu vas te servir d'un protocole, tu signes des transactions patin couffin avec le token de ton choix et pas uniquement de l'Ethereum, qui est vraiment un irritant pour le monde du Web3 et la technologie de la blockchain. Tu pourras même d'ailleurs te servir de notre wallet. Donc si tu as un second wallet et que sur le premier tu as juste le token que tu veux envoyer, tu pourras te servir de tokens que tu as sur ton second wallet pour venir payer les gas fees avec le premier. Et ça sortira le 7 mai. Donc écoute, est-ce que ce serait pas un prétexte pour retrouver un peu de regain autour d'Ethereum? Bah écoute, on verra ça, l'avenir nous le dira. Et c'est complètement massif parce que voilà, l'inflation sur Trueflation actuellement elle est à 1,22%. 1,22%. En fait c'est des crashs sur des crashs. Donc à un moment donné, même les tarifs de Donald Trump, finalement, tu vois, ils vont remonter l'inflation parce que les produits vont augmenter. Si tu as des taxes à 20-30%, je sais pas combien il a dit là, mais c'est quand même massif. Hein. On a l'inflation qui crache et on a le Jérôme là qui nous fait de la politique, comme il a dit Trump, je cite, parce qu'il décide de pas encore baisser les taux. Donc le marché a vraiment besoin de voir des taux qui baissent et même finalement le dollar américain parce qu'on n'a pas envie de voir une déflation quoi. Ensuite j'aimerais faire un petit point sur le funding rate. Le funding rate qui nous permet d'avoir de la data vis-à-vis de BTC. Et du coup, ce que tu peux constater, c'est que on a des funding rates qui sont en négatif. En gros, ça fait maintenant toute cette zone-là depuis les 108 000 $ qu'on a des funding rates qui sont vraiment hyper concentrés. Alors, ça se reflète pas encore, ça prend du temps, mais regarde, c'est complètement massif. Le sentiment, il a complètement été détruit. Tu vois, même les youtubeurs qui restaient là, que tu dois certainement suivre, qui te disaient qu'ils étaient toujours optimistes, etc., tu peux aller le voir par toi-même, ils ont craqué. T'as l'impression que le bateau, il s'est complètement vidé, la capitulation, elle est généralisée. Personnellement, tu connais toujours mon opinion, je ne change pas d'avis, je suis vraiment un fucking têtu. Je mets des coups de boule au micro. Mais ce que je voulais te dire plus particulièrement sur ces funding rates, c'est que voilà, je voulais te montrer une chose vis-à-vis des institutions, vis-à-vis du fait que le Bitcoin, ça y est, maintenant c'est devenu quelque chose qui est quand même légit. C'est que regarde la forme des funding rates avant, du coup, les ETF de Bitcoin. Regarde cette zone-là, tu vois. Il y avait des zones, voilà, on montait en flèche, on descendait. Mais regarde l'amplitude qu'on a eue depuis l'adoption des ETF de Bitcoin, qui est cette zone ici, là, tu vois. En janvier 2024, je ne sais pas si tu étais dans le bateau, ça a pris une toute autre ampleur. Ça a pris une toute autre ampleur. On a des amplitudes qui sont beaucoup plus grandes, que ce soit au nord comme au sud. Et on a des amas qui sont très condensés
pendant des zones de range qui font mal à tout le monde, ces zones-là. On n'avait pas ça par le passé, les mecs, hein. En période de bull market, on n'avait pas ces zones-là. Ces zones dégueulasses-là, on ne connaissait pas. Et donc finalement, ça s'inscrit bien dans une institutionnalisation du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Toujours est-il que maintenant, on a un amas, comme tu peux le constater juste ici, là, qui ressemble étrangement à celui qu'on avait du coup durant notre règne jusqu'à septembre-octobre 2024, là, avant l'explosion et l'élection de Donald. Et en général, tu connais la chanson, hein, c'est lorsqu'on a des funding rates qui sont au plus bas, que le sentiment est vraiment dégoûtant, la Google Trend, tout ça patin un coup fin, on a des indicateurs qui commencent à s'allumer, comme le H-Rebounds, etc., qu'on entame notre jambe haussière. Bon, et du coup, si tu te focuses sur cette tama là qu'on a juste ici, ok, on a 152 barres. 152 barres, autrement dit 152 jours. Si tu essaies de te focus justement sur l'amas qu'on est en train d'avoir, ça t'amène, si tu considères qu'on a le même calibre finalement de cet amas de funding rate hyper négatif qui est dégueulasse, au 2 mai 2025. Donc potentiellement, si tu te calques, si tu te reproduis, si tu fais ce que tu veux avec qui tu veux, sur le dernier range qu'on a eu en 2024, on pourrait avoir une clôture de celui-ci le 2 mai 2025 qui pourrait potentiellement nous amener sur une nouvelle jambe haussière. En considérant bien évidemment que le cycle n'est pas terminé et c'est toujours mon opinion. Je peux me tromper, mais voilà, je reste droit dans mes bottes avec ça. Bon, et concernant les petites micro-actus de la journée, des bonnes petites nouvelles. On a l'Inde qui visiblement est prête à négocier avec le roi qui nous a cassé la gueule, le roi de l'Amérique, Donald Trump. Visiblement, ce serait bullish pour le Bitcoin. Eh ben, pas encore. Un bon point aussi, on a Jim Cramer. Tu sais qu'il faut toujours faire l'inverse de ce qu'il dit parce que lui, bon, il est payé par des gros de ce monde pour annoncer de la merde, pour qu'on fasse le contraire de ce qu'il faut. Il nous a dit que finalement, il pensait que tout ressemblait au fait qu'on pourrait avoir un cycle qui ressemble au scénario de 1987 où on avait fait une récession gigantesque, on avait corrigé de moins 50% sur le S&P 500. Donc écoute, le fait qu'il annonce ça là, juste avant la fin des négociations autour des tarifs douaniers et l'application le 9 avril des tarifs douaniers américains, écoute, moi je trouve ça intéressant. Une super nouvelle aussi qui est passée inaperçue, hein, on a la SEC américaine qui a déclaré que les stablecoins liquides et adossés au dollar américain ne sont pas des valeurs mobilières. Et ça, si ça fait longtemps que tu es dans la crypto-monnaie, tu sais toi-même hein, que c'est un grand pas pour le monde de la crypto, l'adoption, l'institutionnalisation. Bon, finalement, on était un petit peu mieux quand ils étaient pas là, mais bon, que veux-tu. Ensuite, on a un article qui nous a été partagé par le journal du coin qui met en évidence que le prix des iPhones pourrait passer de 1000$ à 3500$ en raison de nouveaux tarifs douaniers selon la société de services financiers Wedbush Securities. Donc, je sais pas d'où ils trouvent leurs sources. Honnêtement, bon, ça me paraît un petit peu gros quand même. Mais c'est vrai que voilà, les États-Unis ne sont pas encore souverains à 100%. Ils ont encore des fournisseurs du monde entier. Et forcément, s'il y a des taxes en pagaille, ben voilà, l'iPhone final, le produit final, il va être impacté par tous les produits qui auront pris en valeur. Bon, dans tous les cas, sachez une chose, les amis, c'est que même si on part en bear market maintenant, c'est ce que je ne crois pas réellement, honnêtement, tant qu'on va pas en dessous des zones dont je t'ai parlé, je resterai là dans tous les cas pour vous assister, pour essayer voilà, de vous donner les métriques que je peux, pour essayer d'avoir un argumentaire qui soit cohérent. Et quoi qu'il en soit, gardons le sourire, on se retrouve demain à 5h du matin, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.